Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous êtes bien à l'émission Tribune du mardi qui nous permet d'aborder un certain nombre de questions relatives à la marche de nos pays, questions politiques, questions de développement. En tout cas, les sujets ne manquent pas, les sujets qui font l'actualité sur le continent africain ne manquent pas. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la limitation d'âge et de la limitation du nombre de mandats. Ce sont deux sujets qui bousculent les esprits et qui provoquent de nombreux débats compte tenu de la façon dont ces deux dispositions sont appliquées à partir des constitutions des pays qui les ont insérées dans leur texte. Nous sommes sur ce plateau, un plateau éclaté, un plateau qui part du Gabon jusqu'en Côte d'Ivoire et qui atterrit ici à Dakar. Donc nous sommes en direct de Dakar. Je vais commencer par mon premier invité, c'est M. Bachir Fofana. Bonsoir. Bonsoir. Il faut dire que vous êtes journaliste. Tout à fait. Et puis depuis quelque temps, vous ne pratiquez plus le métier, mais vous êtes analyste politique. Exactement. Et vous êtes membre, vous dirigez une agence de communication. Voilà, directeur de la communication d'une agence publique qui s'appelle Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Nous sommes dans l'efficacité énergétique. Ok. Alors, il faut dire que vous êtes très à fond dans les questions politiques. Effectivement. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons prendre la direction d'Abidjan. Là-bas, nous avons deux invités. Le premier, c'est M. Assalé Tiemoko, qui est journaliste également, journaliste d'investigation, très connu en Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, il est maire de la commune de Tiassalé, donc homme politique. La commune de Tiassalé se trouve à environ 120 km d'Abidjan, n'est-ce pas, Monsieur Assalé Tiemoko? Je suis député maire de la commune de Tiassalé. Ah, député maire, ah oui, j'ai oublié cet aspect. Député maire de la commune de Tiassalé. Ok. Et Tiassalé, effectivement, est situé à 120 km au nord d'Abidjan. Ouais. Et vous êtes député maire depuis combien de temps? Bien, depuis 2 ans et demi et député depuis 6 mois maintenant. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Il faut dire aussi que vous êtes un journaliste très connu en Côte d'Ivoire, un journaliste d'investigation. Vous avez mis sur la place publique un certain nombre de dossiers qui ont fait beaucoup de bruit, comme on dit aujourd'hui, des dossiers qui ont fait le buzz. Et merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ok. Et toujours à Abidjan, nous avons Maître Claver Ndri. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Aboké. Vous êtes avocat? Oui, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, avocat inscrit sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Alors, il faut dire que vous également, vous êtes très connu parce que vous avez pris part à la défense d'un homme politique connu, vous ne pouvez pas le nommer, Charles Blé Goudé, et on vous a vu à la tribune de la CPI, et donc ça fait plaisir à beaucoup d'Africains de voir un jeune avocat eh bien, défendre de la meilleure des façons, en tout cas, son client. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être avec nous. Merci de nous avoir invités pour participer à ce temps que j'estime de formation pour la jeunesse africaine, surtout. Ok, vous aimez les questions, vous aimez traiter des questions politiques? Mais les questions politiques, oui, je suis pas par choix, mais par la disposition des choses, l'avocat de plusieurs personnalités politiques. Ah oui. Et bon, cela me permet donc d'avoir, je vais dire, cette approche-là. Et nous sommes aussi concepteurs d'une, je vais dire, d'un courant d'idées qu'on appelle la génération de rupture. Oui. La génération de rupture,
qui se veut vraiment, vraiment investi dans le champ politique pour pouvoir changer les choses. Merci beaucoup. Vous avez dit changer les choses. C'est un peu l'objectif de notre émission, expliquer les choses pour que les choses puissent s'améliorer. Direction à présent le Gabon, Libreville, la capitale de ce pays. Nous avons un invité que les fidèles de la belle radio et télévision connaissent désormais. C'est monsieur Edmond Okemvele, voilà, pour ne pas écorcher son nom, monsieur Edmond Okemvele Nkogo. Bonsoir, monsieur Okemvele. Bonsoir, Georges Amoké. Alors, vous êtes écrivain, chercheur, et il faut dire aussi que vous avez été président du Conseil économique et social du Gabon à un certain moment. Bien sûr. Et vous avez vos propositions, vous avez là, sur ce plateau éclaté, des personnalités qui ont envie que les choses changent. Vous avez peut-être la solution dans votre livre. Oui, je n'ai pas la solution à tout faire, mais ce qui est sûr, j'ai une des propositions après cette année de recherche pour comprendre pourquoi nos pays africains, surtout les pays francophones, vont mal. Et après 7 ans de travail, j'ai trouvé une des solutions, à savoir notre loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution de nos pays francophones que nous avons hérité en 1958 de la France. C'est que tous les pays qui ont ce modèle de constitution n'avancent plus et ont des problèmes. C'est vraiment ceux qui ont le plus de problèmes. Alors vous allez nous rappeler par exemple, pour moi, le titre de votre livre? Le titre de mon livre, le premier, c'est donc déficit démocratique et mal développement en francophonie, quand nos dirigeants ne peuvent plus. Ok, les choses sont donc claires, nous l'avons annoncé, nous allons parler de la limite d'âge et de la limite du nombre de mandats dans cette émission. Et pour planter le décor, nous allons faire appel aux commentaires de Mami Samb. 1989-1990, une période charnière pendant laquelle le monde entier a été balayé par tout ce que le monde a choisi d'appeler le vent de l'Est. L'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, s'est redécomposé en états différents, presque dans la configuration d'avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le mur de Berlin a été démoli. La République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne se sont réunifiées pour reconstituer l'Allemagne telle qu'elle avait été connue. En Afrique, la partie australe du continent a réussi à se défaire de l'apartheid. Des personnalités comme Nelson Mandela ont pu enfin développer leurs idées pour une Afrique meilleure. Le vent de l'Est a aussi mis en confiance toutes les velléités d'opposition dans les différents pays africains, mettant à mal les pères de la nation et les partis uniques ou partis-États qui avaient régné en maître absolu depuis les indépendances. Dans la plupart des cas, une conférence nationale s'est imposée pour retracer les contenus et les contours des nouvelles constitutions. Dans chaque pays africain, le multipartisme s'est imposé ou réimposé, donnant naissance à une flopée de partis politiques et à un printemps de la presse avec une floraison de titres adossés à ces partis politiques. La liberté d'expression et l'alternance politique étaient à portée de main. Plusieurs années plus tard, les années 2000 semblent n'avoir pas donné les fruits attendus. La liberté d'expression connaît diverses fortunes. Ici et là, les coups de force et autres putschs n'ont pas arrêté de particulariser négativement l'image du continent. Pendant ce temps, l'alternance politique n'a été de mise que dans quelques rares pays comme le Bénin et le Sénégal. Les difficultés proviennent pour la plupart du non-respect des dispositions de la Constitution et singulièrement du contrebalancement que constituent la limite d'âge et la limite du nombre de mandats, deux éléments qui semblent à l'origine des troubles sociaux, des crises politiques et même des guerres civiles qui ont entaché l'évolution de nombreux pays africains. Ces deux données que sont la limite d'âge et la limite du nombre de mandats a créé aujourd'hui ce que l'on appelle la crise du troisième mandat. Le coup d'État du 5 septembre en Guinée serait une des conséquences les plus visibles.
Voilà, notre décor est planté. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Et la toute première question, nous allons vraiment y aller. Nous allons commencer par vous, Monsieur Assalé Tiemoko. Vous êtes à Abidjan. Dites-nous, selon vous, pourquoi en Afrique l'on fait très peu cas des dispositions, des textes de la Constitution? Pourquoi les textes de la Constitution dans les différents pays ne sont pas respectés? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer ce divorce que nous avons en Afrique avec le respect des normes que nous nous sommes données librement. Il faut dire que la première raison pour moi, c'est l'apprentissage dans lequel nous sommes de la démocratie. Nos pays font l'expérience de la démocratie depuis quelques temps seulement, comparé aux pays, aux grandes démocraties qui sont à 100 ans, 200 ans, 300 ans de démocratie, et donc qui ont eu le temps de s'adapter, qui ont eu le temps de réformer, qui ont eu le temps de comprendre les notions. Nous, en Afrique, nous sommes, j'allais dire, aux premières heures de la démocratie, nous sommes dans les périodes de balbutiement, et manifestement, le constat sur le terrain est que les choses ne se passent pas très bien parce que le poids de l'analphabétisme de nos populations est un sujet extrêmement important dans cette notion. Beaucoup d'Africains, beaucoup de pays africains sont encore très peu instruits. Je veux dire, la majorité de la population n'est pas instruite, donc n'a pas le sens de la démocratie et ne comprend pas beaucoup de choses. Et dans un tel contexte, les dirigeants sont dans leur eau, ils sont dans leur maison et ils peuvent manipuler les textes, ils peuvent manipuler les esprits, ils peuvent manipuler les opinions, ils peuvent manipuler les masses pour asseoir une sorte de dictature qui ne dit pas son nom dans une enveloppe de démocratie. Et donc, à mon avis, l'environnement dans lequel nous évoluons, le très peu de développement des esprits en Afrique avec le grand taux d'analphabétisme permet que les dirigeants puissent avoir un terreau fertile pour prospérer sans respecter les textes. Donc, alors, vous avez dit... expliquer cela, mais pour moi, oui, le temps que nous avons pour expérimenter la démocratie est très court encore, et donc il y a beaucoup de chemin à faire. Alors, vous dites que le temps, la pratique de la démocratie est toute récente dans nos pays, mais ne peut-on pas exploiter justement ce que ceux qui nous ont devancés ont proposé et pratiquent, parce que est-ce qu'on est obligé de passer le même temps, la même durée que les autres? Si un certain nombre de choses ont trouvé des solutions, pourquoi on n'irait pas directement et franchement vers l'application des textes? Je pense qu'il y a un handicap majeur qui est le taux d'alphabétisme. Avec un taux d'alphabétisme qui est très bas dans la plupart des pays africains, au pays de la Côte d'Ivoire par exemple, nous sommes à pratiquement 60% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Dans un tel contexte, il n'est pas très évident que les partis politiques qui se créent se fassent des valeurs. Vous avez tout tombé très rapidement dans les questions de régionalisme, d'ethnicisme, de tribalisme. Et dans ce genre de contexte-là, il est très difficile d'ancrer les valeurs démocratiques. Et donc, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. Vous voyez, quand on prend l'Europe, les pays que vous citez un exemple, ils ont un taux de personnes lettrées extrêmement élevé, et donc ils comprennent beaucoup de choses. Chez nous, c'est très difficile de passer sur un message. Autre question directe, est-ce que quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui est allé à l'école, est forcément un bon citoyen? Est-ce que ça veut dire aussi que celui qui allait le plus loin est le meilleur citoyen dans un pays? Non, pas forcément, mais il faut qu'il ait en face de lui plusieurs personnes qui ont à peu près le même niveau ou qui ont une certaine compréhension des choses. Et quand il y a un tel déséquilibre, il est très facile que ceux qui ont été un peu à l'école manipulent les masses et transforment tout à leur faveur. Et pourtant, on voit que dans nos pays, les masses, en tout cas ça c'est mon avis, les masses rurales, parce que c'est là-bas que le taux d'analphabétisme est le plus élevé, on voit que les masses rurales quand même des fois réagissent dans le bon sens. Tout à l'heure je vous retrouve, je quitte Abidjan, je reviens sur notre plateau ici à Dakar, en compagnie de Bachir Fofana. Vous, quelle est votre lecture de la situation? Comment vous expliquez que en Afrique, eh bien, on ne respecte pas les textes? On marche, c'est-à-dire on les crée. Tout à l'heure, Assalé Tiemoko a dit librement, moi je mets librement entre griffes, et puis ensuite on marche dessus. Si je devais le synthétiser ou le schématiser, je dirais deux choses. Je dirais des institutions qui ne sont pas fortes, et de l'autre côté, je dirais des hommes qui ne respectent pas leurs paroles. Donc ce panacée nous amène à ce que des présidents ou des opposants, quand ils cherchent le pouvoir, sont très
prompts à faire beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses, et une fois arrivés au pouvoir, difficilement qu'ils respectent ces engagements. Donc il y a cela. Il y a également, comme le disait monsieur le maire de Thiès-Salé, le fait que également ce taux d'analphabétisme fait que nous n'avons pas une opinion publique assez forte pour obliger nos dirigeants ou nos gouvernants à respecter ou à aller dans un sens ou dans un autre. Donc ça renvoie un peu au travail de la presse, ça renvoie un peu à l'état de la démocratie de façon générale, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Donc autant d'éléments combinés nous amènent peut-être à cette situation où... Moi j'ai envie de dire que là où les textes ne sont pas respectés, c'est surtout le fait de personnes instruites, j'allais dire. Mais bien sûr, donc les personnes instruites, parce qu'elles sont seules à être instruites, ou peut-être une minorité à l'être, à commenter les textes dans le sens qu'ils veulent, ça amène à qu'elles veulent plutôt, ils amènent les gens à les suivre dans leur mouvance-là. Donc le taux d'analphabétisme là peut être également une explication à cela. Et il y a également le travail de la presse, de la liberté d'expression de façon générale. Mais effectivement, nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème, disons, d'institutions. Bon, au Sénégal, ici, un opposant aurait parlé de système. Donc, ce qui fait que les gens, une fois au pouvoir, la jouissance par rapport au pouvoir prime sur l'intérêt particulier ou l'intérêt général. Vous avez dit tout à l'heure, et je crois que vous avez dit quelque chose que l'ancien président américain a dit, c'est que les pays africains ont besoin d'institutions fortes. Mais d'hommes forts aussi, pas seulement que d'institutions fortes. Les institutions peuvent être... Alors, qu'est-ce qu'il faudra entendre par institutions fortes et hommes forts? D'accord. Ce qu'il faut entendre par d'institutions fortes, comme il l'a dit, le librement des institutions que nous nous sommes librement choisis c'est aussi libre que ça. Mais bien sûr, la démocratie, c'est la dictature de la minorité, on est d'accord là-dessus. Mais l'essentiel au moins, c'est qu'il y a les formes qui sont respectées, le peuple est consulté, même si vous prenez la Côte d'Ivoire, ils sont autant de millions, peut-être qu'il y a quelques milliers qui vont voter, on est d'accord là-dessus. C'est au Sénégal, nous sommes 17 millions de Sénégalais, vous allez aux élections, vous n'avez pas 4 millions d'électeurs. Mais au moins, on dira que ça a respecté les standards démocratiques, on a été aux élections. Donc ça, les institutions que nous nous sommes librement fixées, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, des hommes diront qu'ils soient des gentlemen. Gentlemen en ce sens qu'ils savent que voici ce qu'il faut faire et ils le font, ils le respectent. Et ensuite, le suivant, il fait la même chose. Après, ça devient une Alors, tradition. Si je réponds à la chose, c'est que les dirigeants politiques africains ne sont pas des gentlemen. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour l'essentiel, ils ont mis les lois. Pour l'essentiel, ils ont mis les textes et une fois arrivés au pouvoir, peut-être pris par l'usure du pouvoir, pris par peut-être les ordres de la jouissance autour du pouvoir, ou peut-être même mis dans une situation, disons, pris en otage par leur clan, parce que ça peut arriver. Et tout ça, on arrive peut-être à avoir des gens qui s'accrochent au pouvoir, qui se maintiennent malgré ces deux mandats qu'ils étaient eux-mêmes décidés à respecter. Ok. Maître Claver Ndri, donc je retourne à Abidjan. Quelle est l'explication que vous pouvez donner concernant le non-respect des principes démocratiques en Afrique? Alors moi, je pense que nous avons affaire, pour cette raison-là, à une question de personne. Alors, je voudrais toucher d'abord la personne de nos dirigeants. Vous savez, je pense que nos dirigeants ont un problème d'éthique. Il y a d'abord un problème d'éthique de nos dirigeants. C'est-à-dire des hommes de valeur. On a un problème d'hommes de valeur. Respectant leurs paroles. C'est ça d'abord pour moi le problème. Exact. Ce n'est pas le fait de trouver une population analphabète qui sont d'abord la question première. Est-ce que nous avons des hommes de valeur qui prennent le pouvoir et qui tiennent parole? Le souci de servir et non de se servir. C'est ça d'abord pour moi la question. Une fois que nous avons répondu à cette question-là, c'est-à-dire que nous avons affaire à des hommes soit de valeur ou bien des hommes qui viennent pour se servir du pouvoir, alors tout le reste est permis pour eux. Ils vont utiliser maintenant, comme l'a dit M. Assalé Tiroko,
la faiblesse qu'il y a sur le terrain pour pouvoir faire prospérer ce dessein-là personnel, finalement. Pour moi, ce sont surtout les questions d'éthique de nos hommes politiques qui se trouvent ici en question. Alors, donc, si je veux reprendre ce que vous avez dit, une bonne partie des hommes politiques africains sont des hommes de peu de valeur. Parce que vous avez dit, c'est une question de valeur, d'éthique et tout ça. Bien, merci beaucoup de votre réponse. Nous allons prendre celle de M. Okembele, que je connais, en tout cas, je connais un peu la réponse qui va venir. C'est dû à une mauvaise installation des systèmes politiques. J'espère que je ne me trompe pas, M. Okembele. Oui, je crois que j'ai suivi effectivement ce qui a déjà été dit. Je crois qu'il faut d'abord partir du fondement même de la société. On veut la démocratie, pourquoi? On fait la politique, pourquoi? La politique, qui est le fondement de la société, on l'a fait pour améliorer les conditions de vie des citoyens. On ne fait pas la politique pour faire la politique. Alors, aujourd'hui, tous les peuples du monde, qu'ils soient des gens du rural qui ne savent pas lire ou ceux qui savent lire, je dirais même ceux qui ne savent pas lire veulent même plus de démocratie, des illettrés, et pourtant ils n'ont jamais été à l'école. Parce qu'il est entendu au niveau universel que la démocratie, c'est le système qui répond le mieux, qui permet aux gens d'améliorer le mieux, de manière durable, leurs conditions de vie. Tout à fait. Je crois que c'est déjà ça la base. On veut la démocratie. Pourquoi la démocratie? Parce que la démocratie est le système, par essence, qui partage mieux les moyens, qui partage mieux le pouvoir. C'est ça le problème. Et je dirais que tout à l'heure, je crois que mon frère Abidjan l'a dit tout à l'heure, il y en a deux à Abidjan. Ce n'est pas une question d'école. Ouais. Puisqu'on se rend compte que ce sont les gens qui ont fait beaucoup l'école, les agrégés, les professeurs, les ingénieurs, les docteurs qu'on a aujourd'hui, qui freinent et qui vont vraiment à contre-courant des valeurs et des principes de la démocratie. Et souvent même, ce sont les gens, des ouvriers, des gens du village, qui, eux, font des défilés, font des manifestations pour demander la démocratie. Donc, je crois qu'il y a peut-être autre chose, et c'est ce que j'ai découvert après mes 7 ans, c'est que c'est le système politique que nous avons installé, parce que on peut aussi nous comparer à des pays occidentaux, c'est vrai, mais comparons-nous déjà au niveau Afrique. Nous constatons quand même que les pays anglophones, qui ont presque eu les mêmes indépendances que nous, s'en sortent mieux sur le plan démocratique, sur le plan du niveau de vie, que les pays francophones. Pourquoi? Parce que c'est pas... mon frère aussi, Abidjan, a dit que c'est un problème d'éthique des gens. Mais l'éthique ne suffit pas. L'éthique ne suffit pas parce que ce n'est pas la morale qui suffit. Si nous avons des systèmes politiques, des modèles constitutionnels où il n'y a pas de contre-pouvoir, assez de contre-pouvoir, comme quand on prend le cas du modèle francophone, par rapport à celui qui a concentré dans ses mains, à qui on a concentré dans ses mains tous les pouvoirs, il n'y aura pas de partage. L'homme est comme ça, l'homme veut augmenter son pouvoir. C'est pourquoi je crois que le vrai problème qui fait à ce qu'on ne respecte pas les lois, d'abord, la première chose, c'est que les modèles politiques que nous avons adoptés aujourd'hui, les modèles de la Constitution que nous avons adoptés, n'ont pas été faits par nous-mêmes, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Non. Donc on n'a pas choisi librement nos textes. Ça nous a été imposé par les colonies, par les colonisateurs, je veux dire. Première chose. Et à partir de ce moment-là, ce modèle que j'ai bien étudié, surtout le modèle francophone, que j'ai bien étudié, va à contre-courant de nos valeurs traditionnelles. Or, la tradition est résiliente. Ce modèle constitutionnel francophone va à contre-courant des valeurs démocratiques de progrès universel. Alors, pour dire les choses comme vous dites, vous êtes contre... Vous les connaissez mieux que moi. Pour dire les choses comme vous dites, vous êtes contre le modèle présidentialiste. C'est vrai, oui. On condamne les hommes parce que si c'était les hommes, Ouad qui a fait l'opposition pendant
plus de 30 ans, est allé au pouvoir, et pourtant il a dénoncé tout ça. Il a fait peut-être un peu même pire. Alors, nous avons Condé aujourd'hui, qui a fait pendant des années d'opposition en France, en Afrique, qui arrive. Voilà aujourd'hui qu'il est venu encore avec un troisième mandat. Donc, je crois que ce n'est pas un problème d'instruction, c'est le problème de fond dans les pays francophones, d'ailleurs, qui sont... Vous prenez tous les critères. Ok, d'accord. Oui. Le changement de constitution pour limiter les mandats. Vous prenez les élections truquées. Vous prenez tous ces paramètres. Les pays francophones d'Afrique sont les champions au niveau de l'Afrique. Alors bien, M. Okembele, donc on a compris, c'est le choix, les mauvais choix de système politique dans nos différents pays qui provoquent justement le fait que les dirigeants politiques décident de ne pas respecter les textes qui ont été au début de nos indépendances imposés par le colonisateur. Bon, nous allons continuer. Nous n'avons pas encore choisi oui, Nous n'avons même pas encore choisi. Nos textes. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les Africains, chacun dans son pays, se réunissent, genre dialogue national, genre conférence nationale, pour choisir, pour construire leur système. Okay. Pour l'instant, c'est les autres qui ont construit le système qui nous fait vivre. Mais la démocratie, pour un rappel, elle est née dans nos sociétés traditionnelles. Nos sociétés traditionnelles sont plus démocratiques que les sociétés occidentales aujourd'hui. Okay. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que l'Occident est là, ils ont eu d'avance que la démocratie n'est faite que pour eux. Non, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Okembele, mais attends, je vais vous faire rebondir en même temps. Là, il faut dire que la malgouvernance a provoqué un certain nombre de dégâts. L'Afrique, le continent, reste le continent malheureusement le moins développé. Alors, ça découle des mauvais choix politiques, ça découle de la mauvaise gouvernance. Je reste avec vous, M. Okembele. Oui. Vous vous adressez à moi? Oui, bien sûr. Oui, bon, mais la mauvaise gouvernance, j'ai l'habitude de dire aux gens... Les conséquences de la mauvaise gouvernance. Dans les pays africains, j'entends, on va faire les états généraux de la santé, on va faire les états généraux de l'éducation, on va faire les états généraux des routes, ainsi de suite. Mais c'est vraiment peine perdue. C'est vraiment peine perdue. Vous ne pouvez pas construire une éducation dans un pays si politiquement vous n'avez pas encore construit votre modèle et votre société politique. La démocratie, c'est un état de droit d'abord. Okay. Si vous n'avez pas mis en place votre loi fondamentale, vous-même les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pouvez pas travailler l'éducation. Tout ça découle des premiers accords, des premiers contrats que vous avez mis en place. Avec tout le monde là-dedans, les politiques, la société civile, les militaires, les juges. Voilà comment il faut partir. On n'a pas encore fait, il faut qu'on le fasse. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne fera rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Okembele. Vous intervenez du Gabon, de Libreville. Je vous retrouve tout à l'heure. Je reviens sur le plateau ici, retrouver M. Bachir Fofana. Alors, l'une des conséquences de la malgouvernance, c'est bien j'allais dire le mal développement, ou également le sous-développement chronique qui frappe nos pays. Oui, effectivement, il a été constaté que partout où la démocratie n'a pas été vraiment bien respectée, nos pays ou les pays en question n'ont pas beaucoup avancé du point de vue du progrès social et économique. Ça, c'est des constats. Donc, les pays où les présidents ont fait de longs règnes, malheureusement, ces pays-là, en termes d'indicateurs de développement qui sont généralement admis partout, même si après il y a beaucoup de critiques sur ces indicateurs, comme l'indice de développement humain ou d'autres indicateurs, vous verrez effectivement que ces pays-là font partie des pays les moins avancés. On parle de pays pauvres très endettés, on parle de pays les moins avancés, etc. Donc, et tout ça, c'est pour désigner des pays africains. Pour désigner des pays africains. Donc, effectivement, il y a une corrélation forte entre démocratie, développement. Démocratie, développement, progrès. Donc, à contrario, pour prendre un peu ce que disait l'honorable président du Conseil, l'ancien président du Conseil économique au Gabon, les pays anglophones... Il a dit la base n'est pas encore
bien solide. Tout à fait. Les pays anglophones qui se sont vraiment ancrés dans cette dynamique de limitation de mandat, etc., ont quand même connu des progrès beaucoup plus significatifs que les pays francophones. On peut citer le Ghana, qui connaît des alternances régulières et très démocratique. Mais qui a souffert pendant un bon moment. Bien sûr, qui a souffert, mais quand même qui a réussi à vaincre ses démons et à avancer. Donc ensuite, on voit le Nigeria aujourd'hui, quand même aujourd'hui, c'est un pays où 2 mandats tu t'en vas, donc etc. Bon, maintenant après, il y a des pays avec des régimes parlementaires où les 2 mandats ne peuvent être respectés, ça c'est vrai, mais quand même, il y a cela, donc il faut qu'on arrive à nous dire que maintenant, cette base, il faut la refaire. Maintenant, j'ai toujours un petit souci avec nos anciens comme ça, c'est un problème de génération. Nous pensons qu'il faut aller très vite, peut-être parce qu'il nous faut peut-être rattraper le gap. On n'a pas à attendre 200 ans de démocratie pour arriver au même standard que les Américains, qui sont aujourd'hui... Non, mais il a dit qu'il y a un préalable, c'est le choix politique. Oui, le choix du système politique. Voilà, les préalables là, aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye. Maintenant, est-ce que c'est sur la base de conférences nationales, de débats ou d'assises nationales, etc. Mais l'essentiel, c'est que chaque pays doit tracer sa propre trajectoire en fonction de son histoire propre et en fonction de ses valeurs communes et avancer. Donc c'est à ce niveau peut-être que chacun devra jouer, et à ce niveau aussi peut-être que nous les jeunes, nous les plus jeunes, les moins jeunes, comme il dit, ils travaillent pour les générations à venir, nous devrions nous approprier de ces appareils et essayer de voir comment avancer et comment faire prospérer le pays que nous voulons dans une Afrique dont nous rêvons. Ok. Direction Abidjan, Maître Claver Ndri, je crois que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire notre confrère Bachir Fofana. Les mauvais choix politiques, la malgouvernance, eh bien, ça a un effet sur le développement. Nos pays sont les plus pauvres sur la planète. Vous êtes d'accord avec cette explication? Oui, ça je vais dire, c'est une évidence. Lorsque nous sommes dans un pays où les règles, par exemple, de passation, pour ne citer que cela, de passation des marchés publics ne sont pas respectées, pour ne citer que cela, et que les marchés, les appels d'offres sont biaisés, avec en fond un système de corruption bien établi, avec tout ce que cela entraîne comme fuite des capitaux, détournement des deniers publics vers des paradis fiscaux, au détriment des infrastructures qui pouvaient être sur le continent, les hôpitaux de pointe avec des plateaux techniques qui auraient empêché que les plus nantis fassent l'objet donc du rapatriement sanitaire toutes les fois où leur santé se trouve impactée. Je pense que c'est une évidence. Le défaut, la malgouvernance entraîne vraiment un impact sur le développement. Est-ce que nos dirigeants le sentent, justement? Le sentent-ils que la politique a une forte influence sur le développement, puisque depuis, on a le sentiment que l'Afrique tourne en rond et ne bouge pas? Oui, c'est en cela que je suis d'accord avec le sénateur, enfin non, vous l'avez dit Conseil économique et social. L'ancien président du Conseil économique et social. Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que le constat est là. Le constat est là, malheureusement, c'est que lorsque vous regardez les pays africains, on se rend compte que les pays qui sont dans la zone francophone présentent un retard. Alors, il va de soi, il faut qu'on se pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous voyons que ces pays francophones-là sont en retard? Alors, ce n'est pas un secret aujourd'hui pour tous ceux qui suivent la vie politique. Ce système France-Afrique, qui a préexisté depuis longtemps et qui a encore quelques beaux jours devant lui, est un frein certain pour le développement de notre continent et surtout des pays francophones. Alors ça, c'est une explication qui peut être donnée. Mais en dehors de ce système-là, je pense qu'au niveau interne, comme je l'ai dit, nous avons besoin quand même de présidents de valeur. Nous avons besoin de présidents des valeurs respectueux des règles que nous-mêmes nous donnons. Ce n'est pas une question, comme je l'ai dit, et là le conseiller économique et social l'a dit.
Ce n'est pas une question de culture ou du moins de formation académique ou pas. Nous sommes dirigés par des grands professeurs, nous sommes dirigés par des grands docteurs. Alors, ce n'est pas ça le problème. Pour moi, j'insiste toujours, tant que nous n'allons pas avoir des personnes de valeur, des personnes aimant véritablement le continent africain, des personnes soucieuses du devenir de l'Afrique, mais nous serons toujours à cette place-là. Et c'est là que je fais une toute petite réserve en ce qui concerne la thèse développée par monsieur le conseiller économique et social. C'est vrai que le modèle économique que nous nous sommes donné peut expliquer... Le modèle politique, vous voulez dire? Pourrait expliquer en partie la traîne de l'Afrique. Mais, excusez-moi, avec ce que nous avons comme mentalité, avec ce que nous avons comme culture politique actuelle, vous mettez un Africain dans même le système britannique, il fera ce qu'il veut faire. Monsieur Assalé Timoko est député maire, il est député. Quand vous prenez les tests en Côte d'Ivoire, en tout cas au niveau des tests, l'Assemblée nationale doit servir de contre-pouvoir. Alors, M. Assalé Timoko disait tout à l'heure que c'est dans l'alphabétisme, mais M. Assalé Timoko, au niveau de l'Assemblée, il me semble que ce sont quand même des intellectuels. Mais est-ce que les députés s'offusquent aujourd'hui que pendant longtemps, le chef de l'État ivoirien, pour ne citer que cet exemple, ait pu traiter certaines questions sensibles par voie d'ordonnance? Je pense que la question est un peu plus profonde que, je vais dire, l'analphabétisme de la population, parce que ceux-mêmes qui sont des intellectuels se laissent aussi manipuler. Ok, alors merci beaucoup Maître Claver. Ndri, je vais faire réagir à vos propos Monsieur Assalé Timoko, qui a besoin également de répondre à la question, et surtout que lui, il est sur le terrain, il est député maire, il est journaliste d'investigation, donc il a vu un certain nombre de choses. La politique influence fortement le développement, et quand il y a une malgouvernance quelque part, eh bien le développement reste bloqué. Alors, j'ai écouté attentivement l'interlocuteur et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette sur la table. Alors, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitations. Est-ce que la démocratie, c'est le multipartisme? Parce que le vent du multipartisme a soufflé sur l'Afrique. Des pays qui étaient dirigés par des partis uniques ont fait des ouvertures et dans la foulée, beaucoup de partis politiques ont été créés. Est-ce qu'on était pour autant de la démocratie? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour qu'il y ait une vraie démocratie, il faut d'abord un certain nombre d'agrégats. Il faut quand même qu'il y ait une population qui est éduquée. Il faut qu'il y ait une presse plurielle et indépendante. Il faut qu'il y ait une opinion publique clairement affirmée. Il faut qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs dans un pays. Et puis au-dessus de toute cette pyramide-là, il faut qu'il y ait des hommes de valeur, des gens qui ont vraiment une vision. Parce que le contexte dans lequel nous évoluons est que l'environnement conditionne les hommes qui arrivent au pouvoir. Vous avez un environnement dans lequel les gens ne sont pas éduqués, où il n'y a pas une presse libre, où il n'y a pas une... Ah, on vous appelle. N'importe où vous mettez la tête de ce pays, s'il bénéficie de tel environnement, il pourra se permettre tout ce qu'il veut. Alors, Maître Ndri m'interpellait par rapport aux députés. Mais je veux dire qu'il y a les discours dehors et il y a les discours au Parlement. Je peux donner un seul exemple. Récemment, nous avons été saisis par l'exécutif au niveau du Parlement ivoirien pour nous prononcer sur un projet de loi de ratification du traité portant nouvelle monnaie et l'éco qui date créé en 2027, je crois. Et au sein du Parlement, non seulement les députés pour la plupart étaient absents, mais ceux qui étaient présents au moment de voter, quand on prenait les députés de EDS, le parti qui est proche du président Gbagbo Laurent et donc qui est un peu souverainiste et qui combat un peu le franc CFA, au moment de se prononcer, ils ont voté abstention. Moi j'étais dans le Parlement, j'étais étonné que nos députés qui pendant des années avaient combattu le franc CFA, au moment où pour la première fois on donne la parole aux députés sur cette question, qui s'élèvent et qui votent abstention. Là où moi j'ai voté non contre le traité en question. Alors vous voyez que tout ça est une sorte de manipulation des opinions parce qu'ils savent que dehors, ils n'ont pas une population qui est suffisamment éduquée pour poser de vraies questions.
Et donc l'environnement pour moi est extrêmement important. Je suis dans la pratique et je me rends compte que entre les discours un peu populistes qu'on tient dehors et la pratique de la démocratie à l'intérieur d'une assemblée comme le Parlement, vous voyez qu'il y a un vrai divorce. Et donc, un décalage. Il faut des hommes de valeur, mais il faut qu'il y ait une population extrêmement éduquée. Si vous n'avez pas cet élément-là, vous mettez n'importe qui au pouvoir, il a un boulevard devant lui, et surtout s'il a dans son environnement des collaborateurs qui sont d'une autre dynamique, il échouera. Et donc pour moi, la population est extrêmement importante. Je vous donne l'exemple de Dia Salé. Pendant 30 ans, pendant 35 ans, cette ville a été gouvernée à la fois par le PDCI et récemment, pendant 6 ans, par le RADP. Mais quand on est arrivé, qu'on est allé dans les zones rurales et qu'on a expliqué aux gens à quoi c'est la politique, on a expliqué aux gens que ce n'est pas les partis politiques qui doivent diriger forcément une région et qu'il faut des gens qui comprennent pourquoi ils veulent s'engager en politique. Les populations, à force de répéter, finissent par comprendre. Et donc, quand les partis politiques arrivent, finalement, ils se disent que on vous a pratiqué pendant 30 ans, vous n'avez pas pu apporter le minimum de développement dans nos régions. Il faut qu'on change un peu les choses. Donc, M. Lavendi a raison. Il faut des hommes de valeur qui ont une vision. Mais il faut que derrière ça aussi, il y ait une population qui, de plus en plus, soit éduquée. Et il faut comprendre les vrais enjeux. Et il faut également changer et les choses ne se font pas. Et il faut également changer le système politique, peut-être. Est-ce que le système que nous avons dans la plupart des pays francophones, est-ce que ce n'est pas un système qui fait de nos présidents de grands rois, des empereurs? Ah oui, mais quand vous n'avez pas de séparation claire des pouvoirs, et que la Constitution dit clairement que le président est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Et quand on prend la Constitution ivoirienne dans son article 63, il dit clairement que le président est le détenteur exclusif du pouvoir. Mais dans un contexte où il n'y a aucune séparation entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif, un tel président est un dieu sur terre. Et donc, toute la vie politique, toute la vie économique, toute la vie sociale, toute la vie du pays tourne autour de ces individus qui fait lui seul la pluie et le beau temps. Et dans un tel contexte, on ne peut parler de démocratie parce qu'on est écrasé par un seul homme qui détient tous les pouvoirs. Et je crois que c'est ce que vous défendez justement, c'est votre idée, Monsieur Okemvele. Il faut que ce soit bien clair et net. Vous êtes un ancien président du Conseil économique et social au Gabon, mais aujourd'hui vous êtes écrivain-chercheur et vous dénoncez le fait qu'un dirigeant politique, quand bien même ce serait le président de la République, vous dénoncez qu'ils détiennent tous les pouvoirs. Exact. Je crois qu'il faut... ce soir, je n'ai pas envie de recommencer le débat la dernière fois. Ce qu'il faut expliquer, c'est que, la Constitution n'a pas seulement pour le rôle de légitimer les pouvoirs. La Constitution n'a pas seulement de rôle, un contrat social entre citoyens et entre dirigeants. Un des rôles fondamentaux de la Constitution, c'est le rôle d'imprimer une vision, un rôle éducatif, un rôle qui travaille sur les mentalités. Je vais vous donner 2 exemples. Comment a-t-on fait pour limiter les mandats aux États-Unis? Vous savez que Franklin Roosevelt est le président qui avait fait 3 mandats de 4 ans. Et également en Afrique. Vous savez que Mao Tse-tung est resté à vie en Chine. Vous savez que c'est quand Deng Xiaoping est arrivé qu'il a limité à 3 mandats. Vous savez que c'est quand Xi Jinping arrive qu'il enlève la limitation et qu'il dit maintenant il repart à la vie. Je crois que la Constitution a ce rôle aussi d'éduquer les gens. Ce que j'ai envie de dire, il existe à mon avis 2 ou 3 modèles sur lesquels qui sont démocratiques. Le modèle parlementaire qui est le modèle ancien, qui lui, il y a des choses qui ne se font pas là-bas. Ce qu'on vient de dire et dénoncer mon jeune cadet sur le Dieu suprême, le roi, le guide, machin, ça n'existe pas c'est pas écrit, ça ne peut pas être écrit dans un modèle parlementaire qui est anglo-saxon. Ce n'est écrit surtout que dans le modèle francophone que De Gaulle a mis en place chez nous en cette. Dans un modèle parlementaire, par exemple, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale appartient à la primauté appartient à l'Assemblée. Alors que l'ordre du jour d'un modèle constitutionnel présidentialiste français, oui, hyper présidentiel, le modèle français que nous avons le pays francophone, la primauté de l'ordre du jour de l'Assemblée appartient au gouvernement. Ne fût-ce que là-dessus. On dit que les députés ne travaillent pas. Il suffit que le gouvernement, l'exécutif dise que ça là, vous n'allez pas parler de telle ou telle chose, les députés ne peuvent pas parler. Donc il y a des choses, il faut rentrer dans la Constitution. Et je suis désolé,
je l'entends dans les pays francophones aujourd'hui. Tous les gens, les chrétiens, la Bible est lue nuit et jour, tous les jours. Les chrétiens connaissent la Bible par cœur. Dans les pays, au niveau, les musulmans connaissent le Coran par cœur. Les juifs connaissent la Torah par cœur. Mais il n'y a pas 2 ou 3, 1% de la situation qui a déjà même eu dans les mains la constitution de son pays. Et nos États ne font même rien du tout pour justement faire l'éducation civique, pour expliquer aux gens ce que c'est que la Constitution. Voilà le problème de fond. Okay. Les gens du village dont on parle ne peuvent pas... Si déjà même un ministre ou un président de la République n'a même jamais lu la Constitution avant même quand il est au pouvoir, ce n'est pas son livre de chevet. Mais qu'est-ce que vous voulez que... Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Parce que la plupart des choses qu'il y a dans la Constitution francophone, quand mes jeunes frères vont les découvrir, comme je viens de le faire depuis 5 ans, maintenant je suis à 7, puis je viens d'écrire pour le Gabon une nouvelle esquisse de constitution pour passer à la Deuxième République, pour sortir de cette République hyper présidentielle à une République parlementaire qui est plus démocratique. Tous les classements des pays du monde sur la démocratie, sur le développement, ont des régimes parlementaires. Bien. Nous, avec nos régimes présidentialistes, nous voulons nous développer, mais on ne pourra pas. Ok, c'est bien compris, monsieur. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir dans les... On a... Le président a décidé de faire quelque chose, il n'y a aucune autre institution qui peut dire de ne pas faire. On a bien compris, monsieur Okambele. On a bien compris. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Alors, je voudrais dire quelque chose rapidement, s'il vous plaît, si vous permettez. Sur ce point, allez-y, oui. Je voudrais dire que les structures, les institutions ne peuvent pas suffire. Pourquoi? Vous avez dans ces États où les chefs de l'État veulent passer à un 3e mandat, vous avez des institutions chargées soit de rejeter les candidatures ou de les valider. Notamment les conseils ou bien les cours constitutionnels. Oui, le conseil constitutionnel par exemple, mais qui valide ces candidatures. C'est pourquoi je voudrais dire que monsieur Okambele, c'est vrai, certes, les institutions sont importantes, mais tant que nous n'avons pas des personnes de valeur, cela ne pourra pas marcher. Et pourquoi je le dis? C'est pour ça que je rejoins monsieur Assalé Timoko. Pour que nous puissions avoir ces personnes de valeur, il faudra maintenant enseigner la population à trouver son intérêt dans le choix de ces personnes de valeur et non à s'agripper en fait à des intérêts passagers. C'est ça mon avis. Les institutions seules ne peuvent pas suffire. Bien, alors je reste avec vous. Je vous pose la question suivante. Pourquoi la limitation du nombre de mandats est-elle un problème? Pourquoi ça devient un problème? Parce qu'ailleurs, ça ne l'est pas. Oui, mais parce que justement, nous avons affaire à ces personnes, comme je l'ai dit, de peu de valeur, de peu d'éthique, qui viennent au pouvoir non pas pour servir le peuple, mais pour se servir, qui ne conçoivent pas la fonction, par exemple, présidentielle, comme une fonction de service, mais voilà une occasion de pouvoir s'enrichir, amasser de l'argent et pour les mettre dans les paradis fiscaux. Okay. Sinon, pour moi, la limitation du mandat ne devrait pas être un problème pour quelqu'un qui est venu pour servir purement et simplement son peuple. Il finit ses 2 mandats et puis il s'en va se reposer. Et ailleurs, ça marche bien. Un problème en Côte d'Ivoire, là où toutes les professions dans le monde connaissent ce qu'on appelle la retraite. Merci beaucoup. La politique doit être un problème. Merci beaucoup, Maître Claver Ndri. Je reviens à notre confrère sur ce plateau, Monsieur Bachir Fofana. Pourquoi ça pose problème? Bon, la limitation de... Maître Claver l'a un peu abordé et je pense en avoir parlé en disant que nous avions 2 soucis, les institutions et les hommes. Donc, pourquoi on a un souci dans la limitation des mandats? Donc, il a même dit, dans n'importe quelle profession, on va à la retraite. Mais bien sûr, on va à la retraite. Vous êtes magistrat au Sénégal, à 65 ans, vous allez à la retraite. Vous êtes journaliste, à 60 ans, vous allez à la retraite. Bon, maintenant, après, on vous dit que la politique, il n'y a pas de retraite, mais il y a quand même
un niveau que son corps, sa force, sa santé vous permet d'exercer et à partir duquel vous dites ça va, je ne peux plus, j'arrête. Donc c'est normal, on devrait. Mais nous au Sénégal, ici par exemple, la limitation des mandats, elle a été consacrée dans notre constitution, mais chaque fois on a trouvé des voies de contournement pour... Alors justement, comment se fait-il que chacun a sa lecture de la constitution? On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en... On entend le débat qui a lieu ici au Sénégal. Bon, parce que le débat au Sénégal, il est quand même vicié. Parce que deuxième, troisième mandat. Au Sénégal, en réalité, nous n'avons pas une nouvelle constitution. Nous avons toujours la constitution de 2001. J'ai vu M. le maire parler tantôt de président de la République qui était plus ou moins investi de tous les pouvoirs. Investi de tous les pouvoirs. Nous aussi au Sénégal, on dit le président de la République incarne l'unité nationale. Donc ça fait partie de ces pouvoirs exorbitants qu'on leur accorde. Nous, en 2001, la constitution avait parlé de 2 mandats. Il était question de voir maintenant comment régler... Alors, quand on change les textes de la Constitution, est-ce qu'on a une nouvelle Constitution et ça donne, ça met une croix sur les premiers mandats? En 2001, on a changé la Constitution et on a mentionné dans la Constitution, les juristes le savent mieux que moi, ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Ils avaient été dit, le président de la République termine le mandat en cours. Et c'était un mandat qui avait été obtenu sur la base de 7 ans. En 2007, il est élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Entre-temps, il a encore changé la Constitution pour ramener les mandats à 7 ans. Donc, c'était tout ce débat-là. Est-ce que le premier est compté? Est-ce que le deuxième est compté? Apparemment, on est dans la même situation encore en 2020 au Sénégal. Le président étant élu sur la base d'un mandat de 7 ans, entre-temps, ayant modifié la Constitution pour parler de 2 mandats de 5 ans, certains disent oui, il ne doit pas, d'autres disent oui, il doit. Donc, pour l'instant, étant donné que... Justement, c'est pourquoi cette lecture différente selon Parce que la simplement, les textes ne sont pas assez bien écrits de façon explicite pour qu'on puisse éviter toute interprétation dans ce sens. Et deuxièmement, peut-être parce que aussi, ceux qui l'ont écrit avaient en tête quelque part l'idée de passer par la petite fenêtre pour reposer le débat. Mais l'un dans l'autre, il va falloir que ça devienne une question éthique à un moment donné, comme l'a dit Maître Andri, et que les gens puissent se dire, écoutez, surtout que nous au Sénégal, le président de la République a dit à N reprises que c'est son 2e et dernier mandat. Donc espérons que la parole qu'il a déjà donnée, qu'il puisse la respecter pour ne pas devoir aller chercher un 3e mandat, même si ses partisans sont en train de dire c'est un 2e mandat ou un 2e quinquennat. Parce que bon, ils essaient de faire de la sémantique pour essayer de... et ça fait compliquer tout ça. Ça fait compliquer tout ça. Ouais. Alors, Maître Claver Ndri, je reviens à vous tout à l'heure, mais permettez-moi de parler à Abidjan avec, encore une fois, Assalé Timoko. Voilà, vous êtes député, vous êtes, je crois, l'on parle de plus en plus de déposer sur la table des députés un projet de loi pour modifier la Constitution. Alors, comment se fait-il que, je ne sais plus à quelle fréquence, les textes qui fondent les pays africains sont tout le temps manipulés et très souvent, cela donne ce que notre ami Bachir Fofana dénonce là, des interprétations multiples. Et on a eu le cas en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire qu'il y a une notion qui est extrêmement importante et quoi que Maître Ndé insiste dessus, et je partage entièrement cette conception, c'est que tant que vous n'aurez pas des hommes de valeur qui veulent faire l'histoire, on ne pourrait pas construire une démocratie durable. Et quand on prend les États-Unis, le premier président George Washington, c'est lui qui a créé la notion de la tenance politique aux États-Unis. Il a fait 2 mandats, alors qu'aucun texte ne limitait les mandats. Il a dit, je ne peux pas faire un 3e mandat parce que ce serait piétiner les institutions. Il a créé un précédent que plusieurs présidents américains ont respecté jusqu'à pratiquement en 1947, quand Delano Roosevelt a fait pratiquement 4 mandats et que les Américains sont aperçus que faire durer trop longtemps au pouvoir était une menace pour la stabilité d'un pays. Ils ont inscrit dans la Constitution que désormais c'est 2 mandats. C'est en 1947. Alors, quand vous revenez en Afrique et que vous avez des hommes qui arrivent au pouvoir avec leur conception de la gouvernance, non pas gouverner pour les populations, mais gouverner pour eux-mêmes et leur clan, il est clair que quand le terme arrive, ils n'ont aucun intérêt à partir parce qu'ils ont commis tellement d'impairs qu'ils ont peur du retour du bâton. C'est une conception qui est très vivante dans leur esprit. Et donc, c'est toujours les hommes
qui font un pays. C'est toujours les hommes qui font une démocratie, c'est toujours les hommes qui construisent une liberté dans un pays. Alors, donc, quand vous n'avez pas ces hommes de valeur qui veulent rentrer dans l'histoire en disant c'est 2 mandats, à la fin de 2 mandats, quel que soit le service que je rends dans mon pays, c'est 2 mandats, je m'en vais. Quand vous n'avez pas ces hommes-là, on est toujours dans l'instabilité avec l'interprétation, avec des juristes qui, hier, ont dit une chose et demain viennent dire le contraire de ce qu'ils ont dit hier avec beaucoup d'affirmations. Et ça, quand on est dans un tel contexte, on est tous en danger. Alors, pour en revenir à la Côte d'Ivoire, effectivement, depuis quelque temps, il y a un débat qui a cours de ramener sur la table des députés la notion de limitation de l'âge. Oui. Ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi qu'un député, qui est en l'occurrence moi-même, porte et que je veux déposer en avril prochain sur la table des députés pour une révision de la Constitution par rapport à la limitation de l'âge. Alors, est-ce que vous voulez exclure ceux qui ont plus de 75 ans? Ah oui, là, le texte vise à ramener dans la Constitution une limite qui était déjà dans la Constitution de 2000. Qu'en 2016, sans aucune explication, sans que personne n'ait expliqué pourquoi, le président Bédié et le président Ouattara ont fait une révision de la Constitution pour enlever la limitation de l'âge. Et donc, depuis 2016, moi en tant que journaliste, je m'étais fortement opposé à cela. Et maintenant que j'ai l'outil de décision qui est le poste de député qui me permet de faire une révision, de proposer une révision, je ne vais pas m'en priver pour tenter de ramener dans la Constitution la notion de limitation de l'âge. Parce qu'il ne peut pas être acceptable au XXIe siècle que les Africains conçoivent qu'un métier comme celui de la politique, il n'y a pas de retraite dedans. Mais on doit rester au pouvoir jusqu'à la mort. Permettez-moi de vous donner les exemples des Américains que nous citons là. Donald Trump et Joe Biden n'étaient pas les plus jeunes parmi les candidats, que ce soit au niveau des républicains ou des démocrates. Oui, mais Jean Jaboké, les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, il y a une limite dans les pouvoirs. Il y a une vraie séparation des pouvoirs. Il y a une vraie presse indépendante. Et donc, un président aux États-Unis n'a pas les pouvoirs du président ivoirien. Aux États-Unis, vous savez qu'un magistrat, un juge de la Cour suprême ou un juge fédéral peut annuler un décret présidentiel aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, le juge qui peut annuler une décision du président n'est pas encore né. Ok, vous comprenez ça? C'est bien noté. Alors, on est presque au bout de du temps qui nous est imparti. Je reviens à Maître Claver Ndri. Vous parlez souvent dans vos propos, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, vous parlez de nouvelle génération. Donc, vous mettez une catégorie de la population hors jeu, ceux qui ont plus de 75 ans. Non, le concept génération de rupture vise d'abord, principalement, à faire changer de façon de penser et de façon de faire aux Africains. Et c'est en cela que je salue vraiment cette proposition de loi de M. Assalé Timoko, qui est vraiment un député de la nation. Pas le député, je veux dire, d'un clan ou d'un parti politique, mais un député de la nation. Pour nous, la jeune génération doit faire autrement la politique. Et ça, je voudrais vraiment saluer cette proposition de loi que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Alors, en ce qui concerne la question que vient de me poser M. Aboké, je voudrais dire que la génération de rupture, d'abord, c'est, pour être bien précis, une question de changement de mentalité, un changement de façon de faire. Pour la question... On peut être d'un certain âge et puis changer de mentalité. La passation des charges de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Pour moi, avant d'abord d'être une question politique, c'est une question de données biologiques. Je suis Maître Ndri Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire depuis 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Je ne pense pas qu'en 2030 ou en 2035, j'aurai les mêmes capacités que j'avais il y a de cela 10 ans. D'abord, donc avant d'être une question politique, c'est d'abord pour moi une donnée biologique. Ouais. C'est naturel. Vous commencez quelque chose, il faut savoir venir sur la scène politique, il faut savoir partir. C'est tout simple. C'est pour ça que nous allons soutenir ce projet. Parce que pour nous, lorsque un président, lorsque un chef d'État dure trop au pouvoir, la vision du pouvoir change. On a l'impression que le pouvoir
devient sa chose, que le pouvoir se confond à son patrimoine. Ok, bien, voilà, merci beaucoup. Dans la région-là, il faut montrer au chef de l'État qu'il y a un moment pour venir sur la scène politique et il y a un moment pour la quitter. Et nous tenons à cela. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de la valeur des hommes qui dirigent ce continent. Vous souhaitez que les choses changent. Je vous laisse réagir rapidement. Oui, en tout cas, juste féliciter également l'honorable député pour sa proposition. Parce que je prends l'exemple du Sénégal, il y a un âge limite et il y a un âge plafond. Nous, au Sénégal, nous avons dit que, par exemple, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir 35 ans. Et nous minimum. Et nous avions dit en son temps, si vous voulez que les moins jeunes, il faut avoir 35 ans pour entrer dedans, mais il faut aussi fixer un âge pour en sortir. Donc on a inscrit dans la Constitution qu'au-delà de 75 ans, on ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. Bon, je pense que entre 35 et 75 ans, c'est quand même assez raisonnable pour servir son pays, si tant est qu'on veut seulement servir son pays. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord, oui, parce qu'effectivement, on vous en parlait tout à l'heure, les exemples américains. Aujourd'hui, le président américain a 78 ans, l'ancien président a 75 ans, mais nous ne sommes pas dans les mêmes modèles démocratiques aussi. Et nous sommes dans des pays où nous avons une population relativement très jeune. Nous sommes, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin, notre structure, notre pyramide d'âge est très importante en bas. Nous avons plus de 35% de la population qui a moins de 60% de la population qui a moins de 35 ans. Donc il ne faudrait pas qu'on ait une gérontocratie seulement qui nous dirige. Donc il va falloir effectivement que les gens réfléchissent à penser à céder le pouvoir et à partir. Et donc, s'ils ne veulent pas le faire par eux-mêmes, autant les mettre dans les textes pour qu'ils puissent partir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je ne vous ai pas oublié, monsieur Okembele. C'est vous qui allez conclure cette émission rapidement. Le temps qui nous est imparti est pratiquement bouclé. Alors, vous avez entendu des personnalités d'une génération, j'allais dire, nouvelle par rapport à vous. Qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à la limite d'âge et par rapport à la limite du nombre de mandats? C'est toujours le fondement qu'est la Constitution, c'est-à-dire changer de modèle politique? Oui, ce que je vais d'abord dire, permettez-moi d'abord de dire qu'il faudrait que mes jeunes, mes cadets regardent un peu la Constitution ivoirienne, la comparent par exemple à une Constitution parlementaire et fédérale d'un pays, pas un pays africain, parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Ils ont mélangé le parlementarisme et le présidentialisme, c'est pas ça. Il faudrait qu'ils regardent ça. Parce que le vrai problème qui fait à ce que les présidents changent les mandats, modifient les constitutions tous les jours, c'est parce que dans la constitution francophone, le président de la République nomme à toutes les institutions ou investit les gens à toutes les institutions. À partir du moment où vous êtes nommé, vous êtes un obligé. Même quand on vous investit pour être député dans un parti politique, vous commencez à être un obligé du président de la République, première chose. Deuxième chose, donc dans les pays anglophones, par exemple, la fonction parlementaire, il n'y a pas de nomination aux institutions. Ce sont les pairs des institutions qui votent. Alors, deuxième chose, quand on me parle de l'âge, je crois que le problème n'est même pas là. Pourquoi on prend seulement à 35 ans pour être président de la République? Mettez 18 ans. Ou bien mettez même 100 ans pour être président de la République. Le problème, c'est qu'il faudrait que les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, s'entendent, les Sénégalais s'entendent pour dire quelle est d'abord la mission ou bien les fonctions, quel travail demande-t-on à un président? Si on lui demande de faire les 100 mètres, il faut être très jeune. Si on lui demande d'être sage, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une certaine grande expérience, il faut avoir un certain âge, il faut être un peu plus âgé. Et puis j'ai envie de dire, pour terminer sur le problème des valeurs dont les cadets veulent parler, mais si sur une population presque d'1 million d'habitants, presque 800-900 millions d'habitants aujourd'hui, mais il y a eu combien de gens de valeurs? Ce que tout le monde connaît, on parle de Mandela, on parle de Sankara,
et puis après, il n'y a plus personne. Comment voulez-vous faire? On parle également de quoi même pour moi? Vous n'avez pas. Tous les discours que j'entends, aujourd'hui, les gens qui ne sont pas au pouvoir, qui n'occupent pas des postes, dire oui, les autres n'ont pas d'éthique, les autres ont ceci, les autres sont des voleurs, des corrompus. Ces mêmes personnes-là, donnez-moi seulement une dizaine, une quinzaine d'années, on va les attraper, les mettre dans la corruption. Okay. Je vous dis que le problème, c'est qu'il manque de contre-pouvoir. Ouais. Écoutez bien ce terme-là. De contre-pouvoir dans la constitution francophone. De contre-pouvoir à celui qui nomme, à celui qui a tous les pouvoirs, qui est le bon Dieu. Quand on aura résolu ça, au cours d'un débat, d'une conférence nationale, d'un dialogue national, avec tout le monde, je répète bien tout le monde, les politiques, la société civile, les magistrats, les juges, les militaires, les jeunes, les vieux, tout le monde mélangé, c'est comme ça que nos pays vont mettre en place leur contrat pour qu'ils mettent là-dedans une vision pour dire voilà ce que nous voulons pour avancer. C'est ce que les pays occidentaux, à un moment ou un autre, guerre ou pas guerre, ont fait. Merci bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Monsieur Okamvele. Vous interveniez à partir de Libreville, capitale du Gabon. Je rappelle que vous êtes écrivain-chercheur et que vous proposez que l'Afrique adopte le modèle parlementaire avec le système des fédérations. Merci beaucoup. Nous vous retrouverons certainement pour une autre émission. Merci beaucoup aussi à vous, Maître Ndri Claver. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Monsieur Assalé Timoko. Vous êtes journaliste, député, maire de Tiasalé. En tout cas, tout le monde est d'accord pour que les hommes qui dirigent nos pays soient des hommes de valeur. C'est bien noté. Et merci beaucoup aussi à vous, Monsieur Bachir Fofana, journaliste, directeur d'agence de communication. Voilà, c'était ce panel de personnalités qui vous entretenait sur les difficultés d'application de la Constitution dans nos différents pays, notamment au niveau de l'âge et de la limitation du nombre de mandats. Merci encore. Il nous était difficile de toucher à tous les aspects de ces questions-là, mais je crois que l'essentiel a été fait. Merci encore à vous également qui nous avez suivis. Au revoir et à bientôt. On se retrouvera mardi prochain pour un autre débat sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale, et dans le cadre de Tribune du mardi. Au revoir.